Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon koh Heroes versus Villain que j'ai simulé sur Instagram. Et oui, c'est vous les abonnés qui ont fait, je dirais, la saison entre guillemets, hein. C'est vous qui ont décidé qui allait gagner les épreuves, qui allait être éliminé, les stratégies. Même si moi aussi, hein, je faisais en sorte je dirais de mettre de la logique dans les éliminations. C'est moi qui choisissais quand même les commentaires des abonnés et je prenais en général bah, les avis qui ressortaient le plus ou les avis qui étaient le plus logiques avec le déroulé de la saison. Alors j'espère que je vous ai pas perdu avec ces explications, mais déjà c'est un KLV que j'ai fait il y a longtemps, hein. C'était il y a 2 ans, donc en 2022. On est en 2024, donc voilà, je tourne la vidéo plutôt du coup 2 ans après, ce qui est quand même plutôt surprenant. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de cette aventure, et si vous l'avez pas vue et si vous n'avez pas participé, bah regardez la vidéo, car c'est une saison qui a quand même beaucoup de retournements de situation et qui apporte beaucoup de surprises, je dirais. Alors le casting est plutôt sympa, je trouve, c'est moi qui l'a fait. Avec du coup chez les héros François, Yacine, Freddy, Martin et Tony. Et puis chez les femmes au niveau des héros, Mathilde, Raphaël, Magali, Maud et Amel. Voilà, un casting plutôt varié dans les époques en plus. Et également le casting des vilains, je le trouve génial aussi. C'est pour commencer chez les hommes avec Moundir, Philippe de 2010 du coup de Vietnam, Claude également, Brice et Kevin du coup de koh 2007. Et chez les femmes, on a Clémentine, Isabelle de koh Palao, Chantal, Marie du coup de koh Malaisie et Maxine qui était donc voilà, je trouve une vilaine, alors que peut-être que certains pourraient la considérer comme une héros. Moi je la considère comme une vilaine avec les stratégies qu'elle a fait, notamment avec le couteau dans le dos de Candice. Et on va tout de suite commencer avec cette aventure. Alors je vais être plutôt bref dans ce que je vais dire, je vais passer plutôt les stories, parce que j'ai fait ça en forme de story. Et voilà, je tiens à vous prévenir qu'il y aura beaucoup de fautes d'orthographe, notamment dans les commentaires que j'ai sélectionnés, car on n'est pas tous vraiment excellents en orthographe, et même moi parfois j'ai fait des fautes assez absurdes aussi, mais également pour, je dirais, défendre un peu les abonnés pour certains, parce qu'il y en a qui font quand même pas mal de fautes d'orthographe. C'est juste que parfois dans les réponses en fait, il n'y a pas assez de place, il y a un nombre limité de caractères en fait, du fait que parfois il faut sacrifier des mots, ou que parfois certains ont mis plusieurs commentaires avec une suite logique en fait, avec un petit 1 dans le premier, un 2, un 3 pour que je suis un peu le commentaire et ce qu'ils ont voulu dire. Voilà, j'espère que c'était plutôt compréhensible, et on va commencer avec du coup qui est le leader naturel de chaque équipe, ce qui est souvent le départ dans une équipe de koh. Du coup chez les héros, il y a Freddy avec son charisme naturel qui veut construire une équipe soudée. Voilà, je trouvais que le commentaire était plutôt pertinent, excusez-moi. Et puis également du coup un binôme qui se crée de constructeurs, je dirais, avec Freddy et Yacine, qui sont pour l'instant les guides naturels du camp. Plutôt étonné que le nom de Tony n'a pas été cité, je crois, de mémoire, il n'avait même pas été cité au début. Donc j'étais plutôt étonné, car Tony c'est généralement le candidat qui surprend en survie avec son âge et l'expérience, mais non, il n'a pas été cité, je crois. Donc c'était plutôt surprenant. Et chez les vilains, il y a Moundir qui, dès son arrivée, est admiré par les autres et veut jouer un jeu de soi-disant team player, mais veut jouer sous le radar avec les plus faibles. Et Game Changer, c'est écrit également, hein. On apprend que Moundir a décidé de changer de jeu et de jouer à un jeu stratégique plutôt en soum-soum, ce que j'ai trouvé vraiment plutôt sympathique. Et voilà, Moundir qui, c'est vrai, est charismatique avec son rôle de grand candidat de l'histoire de koh et de très grande gueule. Du coup, c'est vrai que c'est normal qu'il soit un peu le leader. Et puis on arrive assez rapidement à la première immunité. Du coup, le chat et la souris, une épreuve que j'aime beaucoup. Et là, c'est les héros qui gagnent assez facilement, je dirais. Puis voilà, c'est vrai que l'équipe des héros au niveau sportif, on a quand même du Freddy, on a quand même du Martin, François, Yacine aussi, hein, qui est très fort. Après, jusque là, c'est une épreuve de force. Du coup, chez les femmes, c'est vrai que c'était un peu en dessous, mais en général, c'est vraiment deux équipes qui sont plutôt complètes. Mais là, c'est les rouges qui ont perdu, et j'ai décidé de direct mettre le conseil à la suite,
car c'est le début. Je pense que les stratégies n'ont pas trop eu le temps de se développer. Et donc voilà, les vilains doivent se ressaisir après cette boucherie à l'immunité. Les stratégies fusent et il est compliqué de savoir qui sera éliminé. Et c'est vrai. Et c'était un conseil serré de mémoire, hein, avec du coup le blind sign de Maxine qui surprend la moitié de l'équipe qui s'était mis d'accord sur le nom de Marie. Alors voilà, Maxine, elle est victime du coup de l'alliance secrète de Moundir qui avait décidé de jouer avec les plus faibles. Et c'est vrai que Maxine est une candidate plutôt sportive. Et du coup, voilà, l'alliance de Moundir, je dirais, commence à faire effet. Et voilà, là on en apprend un peu plus. Du coup, avec la stratégie de Moundir, j'ai décidé de montrer voilà, qui serait avec Moundir dans cette stratégie. Et voilà, Moundir a proposé à Isabelle, qui est prête à se salir les mains, à Kevin et à Marie, qui ne sont pas très aimés et plus faibles, je dirais, dans les jeux. Donc ce commentaire avait pour moi vraiment sa place dans ce qui s'était passé lors du précédent conseil. Donc on voit la stratégie avec du coup les deux couronnes qui sont un peu, je dirais, les leaders de la stratégie, et les deux casquettes qui font que c'est plus des pions en fait. Voilà, j'ai décidé de mettre ça en place, c'est plutôt visuel du coup, plutôt sympathique. Mais ce que personne ne sait, c'est que Moundir a inclus Philippe, qui est d'ailleurs a très vite accepté. C'est-à-dire que là, il y a une du coup stratégie parallèle avec Philippe qui a décidé de faire un binôme avec Moundir. Du coup, Philippe qui joue sous le radar encore plus que Moundir, qui est là. Franchement, on voit le jeu stratégique de Philippe, et en plus, je sais que Moundir et Philippe étaient quand même plutôt, je dirais, amis lors de Koh-Lanta la nouvelle édition. Du coup, voilà, pour moi, c'était plutôt logique de sélectionner ce commentaire-là. Et on arrive assez rapidement à la deuxième immunité. Pour le coup, voilà, c'est l'épreuve du grand bleu, mais je savais que les vilains allaient gagner, car généralement, quand je fais les KLV, car c'est pas le premier, hein, je crois que c'est le 7ème, j'en avais fait 6 avant. J'en ai pas fait de vidéo car c'était pas des KLV très aboutis, et franchement c'était pas vraiment au niveau de la forme et au niveau du fond, on n'était pas forcément très intéressant. Mais généralement la première équipe qui part au conseil, elle part pas 2 fois d'affilée dès le début au conseil. Généralement ça alterne, mais bon, après vous allez voir, il y a quand même des surprises. Et donc c'est les vilains qui prennent leur revanche lors de cette deuxième immunité. Et les stratégies, comment ça avance? Et bah du coup Tony, Yacine et Freddy se lient d'amitié et ils décident d'avoir un clan qui se prénomme les Trois Mousquetaires, ce que j'ai trouvé plutôt marrant de mettre un nom dans une alliance. C'est vrai que c'était plus dans Survivor, hein, quand du coup il y a un nom d'alliance carrément avec le Road to Fort, rappelez-vous de la première saison. Mais voilà, du coup c'est vraiment le mérite qui prime dans ce début d'aventure pour les héros. Et du coup là on en sait un peu plus sur Brice, du coup chez les vilains, hein, il décide d'enquêter car il capte assez rapidement qu'il y a une alliance secrète en fait, mais il a du mal à voir qui est réellement le chef, et donc voilà, il décide d'enquêter. Donc ça m'a plutôt plu de sélectionner ce commentaire là, car Brice du coup de Malaisie décide d'un peu, je dirais, de se mettre dans la stratégie en fait. Du coup c'est plutôt intéressant. Et Claude et Chantal forment un duo qui privilégie le mérite et la survie. D'ailleurs Claude a du mal à cerner le jeu de Brice, ce qui crée un froid entre les deux sportifs qui sont les moteurs dans les jeux. Du coup là on apprend que Brice et Claude, qui sont, je dirais, un peu les chefs au niveau des jeux, au niveau des épreuves, s'entendent pas très bien, et puis voilà, ils ont un peu du mal entre eux, il y a un petit froid qui se crée. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de sélectionner, de montrer ça, car ça permet d'avancer un peu plus la stratégie chez les vilains, car dans le KLV il y aura beaucoup de stratégies, car voilà, c'est généralement ce qui plaît le plus du coup à mes abonnés, et c'est un peu logique. Et du coup on va arriver assez rapidement au deuxième conseil. Alors je vais pas vous lire à chaque fois les paragraphes que j'ai mis là en haut, c'est d'ailleurs là où il y a vraiment parfois des erreurs de faute d'orthographe assez grosses, mais bon c'est pas très grave. Du coup le deuxième conseil qui est éliminé, l'élimination est pour moi logique et je m'y attendais, mais c'est assez triste que voilà, et à contre-cœur qu'à l'unanimité Amel est éliminée, jugée handicapante lors des épreuves. C'est vrai que j'ai sélectionné ce commentaire car pour moi il réunissait toutes les raisons de l'élimination de Amel, alors que voilà, à contre-cœur c'est quelqu'un de très sympathique que je voulais vraiment aller voir très loin, mais bon c'est dans la logique, je dirais, qu'elle se fasse éliminer, alors que Maxine c'est vrai que c'est quand même plutôt un blind sign, alors que là Amel c'est logique malheureusement. Mais je l'avais mis dans le casting pour
je dirais, espérer la voir aller plus loin, mais bon, elle se fait éliminer dès le début, c'est assez triste. Et on va arriver avec les colliers d'immunité. Alors j'en ai décidé de mettre que 2 lors de la saison, c'est les 2 seuls colliers. Et là, chez les vilains et chez les héros, il y en aura un qui aura un collier. Et on apprend que Claude, se sentant de plus en plus en danger, à cause de la stratégie de Moundir, trouve le collier. Ça m'a pas vraiment étonné, car c'est vraiment l'un des plus gros favoris de la saison. Et chez les bleus, du coup chez les héros, c'est Magali qui veut avoir le plus de chance de son côté. Et va passer son temps dans la forêt et donc le trouve. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, car Magali n'était pas une candidate qu'on voyait beaucoup, comme toutes les femmes, je dirais, de la saison pour l'instant, malheureusement, car c'est vrai que c'est le début et on n'en voit pas beaucoup. Notamment les premiers éliminés, c'est vrai qu'ils sont plutôt fantômes et ils n'ont pas participé vraiment à la saison. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment, voilà, c'est un KLV quoi. C'est pas, faut pas se mettre à l'esprit que c'est une vraie saison de Koh-Lanta. Et on arrive assez rapidement à la construction des radeaux. Alors qui va être le leader pour les radeaux? Et là ça va être très intéressant, car cette épreuve, c'est vraiment intéressant à la faire dans un système comme ça, car ça permet de faire des stratégies et d'avoir des justifications pour les éliminations. Et donc Brice et Claude se chamaillent sur comment faire le radeau, et cela agace la tribu, mais les deux ne lâchent pas le morceau et commencent à se clasher, et Kevin, sans faire exprès, perd les bambous. Alors là, c'est la cacophonie totale chez les rouges, chez les vilains. On voit qu'ils sont désorganisés au possible, et en plus, les deux leaders ne savent même pas, je dirais, s'entendre sur la construction du radeau. Ce qui s'était vraiment passé également sur la légende. On se rappelle que Claude n'était pas totalement d'accord avec certains de sa tribu pour les radeaux. Donc il n'y a pas que de l'aléatoire. Je dirais qu'il y a quand même de la logique derrière ça, ce que je trouve sympa. Et chez les bleus, les 3 mousquetaires prennent le lead naturellement et ne veulent pas être dérangés. Et donc on apprend que les filles, dont Maud, qui est très expérimentée, se sent vexée et trouve l'attitude de Tony sexiste. Et là on voit un peu un Tony qui, je dirais, montre ses faiblesses malheureusement. Car c'est vrai qu'il est assez machiste, assez voilà, comme à l'époque. Mais bon, c'est Tony, on lui en veut pas trop, on va dire. Et puis clairement, ça reprend un peu les qualités de Maud lors de l'épreuve, lors de la construction des radeaux dans Koh-Lanta, la guerre des chefs, où on s'en souvient que Maud avait été très bonne au niveau des nœuds. C'est elle qui avait fait gagner sa tribu, je crois. Et donc je trouvais une certaine logique là-dessus, car ça reprend un peu des événements qui se sont passés dans la saison de Maud pour ses performances, et également dans la saison de Tony pour son machiste. Donc ça sortait pas de nulle part également. Et du coup, les filles, grâce à cette construction, forment un girl power et se jurent de ne pas se voter jusqu'à la fin. Du coup, le girl power, le fameux girl power, se forme même dans ce KLV. Et bah, franchement, là, je l'ai inclus parce que je me trouvais ça plutôt intéressant, grâce du coup à cette construction, de faire une contre-alliance du coup à l'alliance de Yacine, Freddy et Tony, là, l'alliance du coup, je dirais des 3 mousquetaires, comme elle s'appelle. Puis on a 2 électrons libres, comme du coup qui sont François et Martin. Donc chez les bleus, il y a quand même pas mal de stratégies également. Pour le coup, les femmes qu'on n'avait pas du tout vues, c'est vrai qu'elles se mettent quand même plutôt en avant là. Et donc on arrive à la 3e immunité, l'épreuve des radeaux, la fameuse. Et logiquement, je dirais que voilà, chez les héros, la construction était plus je dirais organisée, même s'il y avait eu des tensions. C'est forcément les héros qui gagnent, car les vilains, je dirais, étaient complètement désorganisés. Ils avaient même perdu des bambous et tout dans ce qui s'était écrit. Donc ils perdent assez logiquement, je dirais. Et on arrive assez rapidement au conseil, et c'est humilié que les vilains arrivent au conseil après un tel naufrage. Alors le naufrage, regardez comment j'ai écrit, je crois que c'était au niveau de... Voilà, j'ai pas fait exprès, excusez-moi, voilà, ça peut arriver. Mais c'est vrai que là c'était quand même une grosse faute quand même, mais bon voilà, excusez-moi, voilà, ça arrive de faire des fautes de frappe ou quoi que ce soit. Et on arrive à ce 3e conseil qui était très fort en tension. Et c'est donc Brice qui a été sacrifié. Il pouvait rester qu'un seul leader, et c'est Claude qui a d'ailleurs remercié Philippe de son vote. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que là Philippe, de ce qu'a marqué le type dans le message, c'est qu'il a une importance, car c'est lui qui a départagé, je dirais, un peu... enfin, il a montré dans quel camp il était. S'il aurait voté contre Claude, il aurait montré à Claude qu'il n'était pas de son camp, alors que là, il a montré qu'il pouvait
que Claude pouvait le faire confiance à Philippe. Il a éliminé Brice car c'était un concurrent qui connaissait pas trop au niveau stratégique, alors que Claude il l'a gardé car c'est un concurrent qu'il connaît. Il a même fait une saison avec lui, il est arrivé en finale avec Claude. Donc il préfère garder Claude, qui est quelqu'un avec qui il se connaît les défauts et les qualités, alors qu'un Brice il le connaît pas trop, il a peur un peu de le garder. C'est ce que j'ai marqué. Donc j'ai décidé de créer un lore derrière cette élimination qui pouvait être plutôt basique, car c'était un choc des leaders. Mais du coup, Brice était éliminé assez rapidement, et en plus ça montre les stratégies qui sont plutôt intéressantes, je dirais. Et puis on apprend que juste derrière, Claude a joué son collier pour rien en fait, car c'est vrai que j'avais plusieurs commentaires qui me mettaient que Claude allait jouer son collier car il était plutôt en danger. C'est vrai que Brice et Claude ils se sont plutôt affichés lors de l'épreuve, et puis c'est vrai que c'est un concurrent qui était plutôt redoutable. Et puis il joue son collier totalement pour rien. Donc Claude qui a fait un mauvais move là clairement, car il était persuadé qu'il allait sortir en fait. Il était persuadé qu'il allait se faire blindside par Brice, donc il a préféré d'assurer la sécurité et de jouer son collier, même si ça n'a servi à rien. Donc Claude est plutôt en danger dans ce début d'aventure, hein, de ce que j'ai compris. Et on va arriver assez rapidement à un dilemme que j'ai imposé chez les héros, avec une alliance qui surgit en binôme, un exploit en pêche et un boy power. Je voulais vraiment pas que le boy power soit choisi, et je suis content car il n'y a eu que 13% alors que la majorité ont décidé d'amener une nouvelle alliance en binôme, ce que je trouve sympa, et car c'était dans mon plan, je dirais, d'amener ça, hein. C'est pour ça que je l'ai fait dans ce sondage là. Et que se passe-t-il chez les vilains? Est-ce que Mundi reproche à Claude de pas avoir dit qu'il avait un collier, mais là regardez, ça a bugué, on n'a pas vu la suite malheureusement. Est-ce qu'il reproche du coup, est-ce que Isabelle et Kevin brûlent le riz sans faire exprès? Comme Marc l'a dit, ils ont brûlé le riz à Koh-Lanta. C'est quoi ça? Franchement, c'est pas des aventuriers s'ils font ça, hein. C'est un truc de fou quoi. Et puis, est-ce que Clémentine rage sur la gestion du camp? C'est vrai que Clémentine, on l'a pas trop vu aussi au début du jeu, mais c'est normal, c'est le début. Et vous avez décidé de mettre le fameux riz cramé par Isabelle et Kevin. Et donc voilà. Ça, on reviendra sur les choix et sur les répercussions un peu plus tard. Et donc on arrive assez rapidement sur le meilleur jeu social de la saison. Voilà, pour avoir un peu un favori, je dirais, pour la victoire finale. Sur le papier, hein, clairement, mais là, voilà, on va voir qui est vraiment celui qui fait l'unanimité au niveau du social, celui qui s'entend le plus avec les autres. Du coup, que ce soit dans les deux équipes. Et étonnamment, Clémentine chez les rouges est celle qui est le plus appréciée, celle qui fait l'unanimité. C'est vrai que il y a des personnalités comme Isabelle, comme Mondir, même comme Claude ou Philippe, enfin tout le monde. C'est vraiment des personnalités qui sont, je dirais, d'un côté un peu détestables, mais d'un côté vraiment très appréciables. Clémentine également. Et c'est vrai que généralement Clémentine c'est une candidate qui n'est pas forcément détestée dans ses aventures en fait, hein. C'est une candidate qui est plus détestée du public. Mais quand on regarde dans ses aventures, dans les trois, généralement, elle est plutôt bon au niveau du social. Donc, j'ai pas trouvé ce commentaire complètement hors sujet, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et on a aussi Raphaël est respecté par sa gentillesse et sa sportivité et son activité sur le camp. Pareil, je me suis basé sur des choses logiques, et puis ça aurait pu être l'un des trois mousquetaires, mais avec, je dirais, le petit truc qu'il y avait eu, la petite altercation qu'il y avait eu lors des radeaux, j'ai décidé de mettre Raphaël. Et c'était logique et c'était celle qui était le plus revenue. En plus, Raphaël, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympathique et de très appréciable. Donc potentiellement une winner pick, on verra par la suite. Et on arrive assez rapidement à la 4ème immunité, la fameuse épreuve de la dégustation. Un classique de Koh-Lanta, clairement. C'est vrai que, voilà... Petite parenthèse, moi j'aimerais bien le retour de la dégustation en équipe. Franchement, c'est un truc que limite je préférais quand c'était en équipe que quand c'était en binôme ou en individuel. Parce qu'en équipe, il y a un petit truc aussi sympathique, je sais pas, que je trouvais sympa, et je trouve qu'ils le font plus, donc c'est dommage. Et là, c'est les héros qui gagnent en fait. C'était vraiment très serré, mais là, c'est vrai qu'on a vraiment des aventuriers aguerris et généralement ils bouffent tous les verres et les yeux, tout ça là. Donc c'était plus dans la vitesse, je pense. Il n'y en a pas un qui a fait perdre son équipe. Et du coup, au niveau des héros, même si ils ont gagné l'épreuve d'immunité, qui sont le binôme stratégique que j'avais annoncé plus tôt. Et également, du coup,
quelle est la réaction des autres aventuriers après avoir vu que du coup Kevin et Isabelle ont brûlé le riz, ce qui est un truc de fou quand même. Hein. Dans Koh-Lanta, je reprends les mots de Marc, ils ont brûlé le riz à Koh-Lanta quoi, c'est un truc de fou. Mais bon, en plus, c'était pas des aventuriers qui étaient vraiment, je dirais, intouchables en plus, donc ça peut éventuellement les faire éliminer par la suite. Et du coup, c'est Martin et François qui décident de s'allier en secret. Ce sont les seuls qui ne partagent plus le mérite. Ah là, ça commence à m'intéresser car on touche à deux aventuriers que j'adore, François et Martin, qui sont dans leur saison, surtout du coup pour Martin dans sa première saison, et François dans la seule saison qu'il a fait et qu'il a gagné. C'était des aventuriers qui étaient plutôt méritants, mais qui avaient un jeu plutôt stratégique. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu tous les garçons, je dirais que c'est les deux seuls qui ont une arrière-pensée un peu stratégique en fait. Donc, ça sera un binôme qui sera sans pitié, comme j'ai marqué là. Et je m'y attendais que ça soit eux, car on les a absolument pas vus, ils sont dans aucune alliance, donc c'est logique. Et puis c'est en secret, donc c'est encore mieux. Du coup, la réaction sur le fait que du coup Isabelle et Kevin ont brûlé le riz, c'est que Chantal, elle hurle sur les deux qui ont fait ça, et elle fait un carnage. Pour les autres, c'est pas si grave, et ça énerve Chantal que ça soit, je dirais, aussi peu grave pour les autres en fait. Et puis là, vraiment, Chantal s'est mise en colère et elle s'est un peu affichée malheureusement, juste avant le conseil, donc c'est vraiment pas fameux. Et on arrive assez rapidement au 4e conseil. Les vilains attaquent leur 3e conseil et discrètement, c'est Philippe qui tient les ficelles derrière la carrure du géant de 2003. L'ambiance est délétère entre les alliances. Honnêtement, ça commence à picoter chez les vilains qui vont entamer une 3e élimination et c'est malheureusement Chantal qui est logiquement éliminée après son coup de sang. C'est vrai qu'elle était même pas dans l'alliance aussi de Moundir. Et puis voilà, son coup de gueule fut fatal. C'est la pauvre Chantal qui est sacrifiée. Isabelle et elle-même se détestaient. Voilà, en fait, on a appris que Isabelle et Chantal étaient pas du tout. Du coup, elles s'aimaient pas du tout entre elles. C'est ce qui a donc énervé la tribu, mais surtout Philippe avait peur que Chantal rejoigne les héros pour leur stratégie du mérite. Claude a voté pour elle également. Là, on apprend que Claude a un peu changé de direction d'alliance, même s'il était avec Chantal, pour se sauver, entre guillemets, il a décidé de voter Chantal. Donc beaucoup de stratégie, et là Philippe qui tire les ficelles en fait a décidé d'éliminer Chantal, car il a un peu vu que dans l'équipe des héros c'était vraiment pro-mérite, puis que Chantal, bien que ce soit une vilaine, elle a quand même cet esprit pro-mérite qui peut faire peur en vrai. Donc élimination logique, et dans l'idée, quand on suit les arguments que j'ai apportés et qui ont été du coup mis par l'abonné qui a mis ce commentaire en fait. Ouais. Et on va enchaîner ensuite avec la 5e immunité. Alors, décider de direct enchaîner avec une immunité, et puis on verra ensuite pour les stratégies. Et puis là, c'est les vilains qui gagnent, voilà. Sur l'épreuve des pyramides, une épreuve que j'aime beaucoup également. Donc voilà, les héros vont retourner au conseil. Et du coup, une pêche miraculeuse qui fait cet exploit. Là, j'ai mis l'image de Raphaël, et donc quelqu'un va potentiellement pêcher un requin. Ça ne sera pas une pêche aussi miraculeuse que celle de Raphaël avec une ficelle. Là, c'était un truc de fou. Mais ça sera quand même une belle pêche. Donc, ça sera Yacine avec l'aide de François. Du coup, pêche un requin, ce qui lui permet d'être plus apprécié de son équipe. Voilà, ouais. Yacine et François à deux pêchent un requin. Et donc, forcément, là, c'est clairement la fiesta, et ils vont bouffer ce requin juste avant le conseil. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez compliqué. C'est un conseil qui s'annonce vraiment très serré. Honnêtement, moi je savais pas qui allait être visé, honnêtement, enfin qui allait être éliminé plutôt, car je savais qui allait être un peu nominé, mais éliminé je savais pas du tout. Puis voilà, les héros retournent au conseil, mais l'équipe va très bien et l'ambiance est excellente. Enfin presque, les stratégies dans l'ombre se construisent. On l'a bien vu avec le Girl Power et l'alliance secrète de nos amis voilà, François et Martin. Et il y a quand même la grosse alliance du départ qui était affichée devant tout le monde, celle de Tony et Yacine et Freddy, là, les 3 mousquetaires. Donc on verra, ça sera compliqué pour eux de, je pense, survivre à ce conseil. Et oui, clairement, le binôme et les filles amputent les 3 mousquetaires en éliminant le macho Tony. Ça m'a fait du mal de voir ce commentaire, parce que pour moi Tony, c'est pas je le vois pas comme un macho.
Je le vois vraiment comme un aventurier aguerri, un super survivaliste, un super aventurier, j'adore ce type. Mais c'est vrai que là c'était vraiment à la majorité que c'était lui qui était visé, hein, et c'est vrai que les arguments n'étaient pas forcément illogiques, mais du coup c'est Tony qui se fait blindside, hein, le club des trois mousquetaires ne s'y attendait pas. Le patriarche a été remercié, laissant Freddy et Yacine essayer de faire vivre le mérite sur l'île. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un peu abusé car Maud, Magali et tout ça sont quand même assez méritants dans l'idée, hein, mais bon. C'était vraiment pour faire montrer qu'ils ont quand même éliminé un gros maillon au niveau survie de leur équipe. Du coup, la fatigue se fait sentir. Comment réagissent les aventuriers après 20 jours de privation? Du coup, vu que c'est un gros All-Star, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas de riz et que c'est assez compliqué au niveau du climat, on va dire, du Pacifique, hein, parce que j'ai décidé le tournage que ça allait se faire dans les îles du Pacifique. Du coup, Mathilde est au fond du gouffre après une terrible nuit secouée par la pluie, le moral à zéro. Donc on apprend que Mathilde, pour la première fois, voilà, elle se met en avant, mais pour des mauvaises raisons. C'est que là, elle réagit mal à les conditions climatiques pour le coup. Mathilde qui se met pas mal, du coup, en danger avec cette faiblesse au niveau moral. Et on apprend que Freddy et Yacine, déçus du départ de leur ami Tony, décident de recréer une ambiance pour le plaisir du girl power. Là, on apprend qu'en fait, Yacine et Freddy ne sont pas revanchards, ils sont pas cloués dans l'esprit qu'ils se sont fait trahir et tout, que c'était, ils ont éliminé quelqu'un de plus méritant que d'autres. Ils se sont pas dit que voilà, ils vont faire la gueule à leur équipe, et ils ont décidé de rentrer dans cette nouvelle équipe, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant pour eux. Et du coup, chez les vilains, comme ils réagissent aux 20 jours de privation, Marie fait une crise de colère après avoir remarqué que Claude et Moundir mangeaient plus de bouffe. Ce qui est vrai, hein, on sait que Claude, c'est un ravagé de la faim lors de son premier Koh-Lanta. C'est vrai que Moundir, c'est quand même un colosse, hein, il a besoin de manger. Les deux, agacés par son comportement, lui hurlent haut et fort que c'est la prochaine à sortir. Là, du coup, on a un gros clash, je dirais, entre les grosses têtes de la tribu, et puis Claude et Moundir se sont un peu alliés contre Marie, qui trouve un peu détestable, ce qui est vraiment le cas en vrai. Marie, c'est vraiment une vilaine, et je la trouve vraiment assez chiante. Philippe et Isabelle, tels des serpents, observent la dispute. Kevin, lui, refait tomber l'atmosphère. Là, on apprend que, voilà, comme des gros vislards, du coup, Philippe et Isabelle, comme des gros stratèges, laissent un peu, je dirais, les autres s'entretuer, on va dire, hein, un peu s'insulter, se clasher. Mais Kevin, lui, est quand même quelqu'un de plus sympathique, et décide un peu de stopper les clashs et tout le boucan qu'il y avait sur le camp. Du coup, Kevin, étonnamment, est quand même plus apprécié socialement, du coup, grâce à ce geste-là, que par exemple Philippe et Isabelle, qui sont directement vus comme des gens plutôt vicelards, hein, perfides même. Voilà. Du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Du coup, 6ème immunité, les pierres sous l'eau, c'est la dernière immunité avant la réunification. Voilà, du coup, 6 éliminés avant la réunification, c'est pour moi plutôt dans la norme. Et puis, cette ultime immunité en équipe, c'est les héros qui vont la gagner. Donc les vilains vont aller du coup au dernier conseil de la réunification. Et c'est la débandade, la catastrophe pour les vilains. Pour reprendre les mots de Moundir après l'épreuve, on a été claqué au sous-sol. Et oui, ça c'est moi qui l'ai inventé, hein, franchement. Le conseil va être tendu avec les derniers mouvements sur le camp. Là, voilà, 6ème conseil, dans la logique, franchement, pour moi, je m'y attendais. C'est du coup Marie à l'unanimité. Son caractère était plus supportable, même pour son alliance, qui a décidé de l'éliminer. Clairement, hein, même si elle était dans l'alliance de Moundir, des plus faibles avec Kevin et du coup notre amie Isabelle et Philippe également en cachette. Ils ont quand même décidé d'éliminer Marie à la place de Clémentine ou d'un Claude, car Marie était insupportable. Et puis voilà, du coup, c'était quand même assez... C'était quand même assez logique. Franchement, je crois que dans ce vote-là, c'était vraiment l'unanimité. Je crois que tout le monde avait balancé le blaze de Marie. Je crois pas que quelqu'un avait dit un autre nom de mémoire, hein. Je peux me tromper, mais du coup, c'était plutôt logique. Et on va arriver à l'épreuve des ambassadeurs, hein, voilà, qui est les ambassadeurs choisis par l'équipe adverse. Donc, Martin est choisi. Du coup, les vilains savent que ce dernier est capable du pire pour aller au bout. C'est vrai que Martin, ambassadeur, c'est... ouais, quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et j'étais vraiment content quand voilà, il y a eu ce commentaire qui franchement je trouvais plutôt juste. Et c'est vrai qu'en général les gens avaient balancé le blast de Martin, car c'est vrai que c'est plus intéressant de voir un Martin balancer quelqu'un de sa propre tribu plutôt qu'un Yacine ou un Freddy aller à la boule noire. Voilà, moi je suis plutôt content de ce geste là. Et puis Isabelle est choisie pour les vilains, elle ira jamais à la boule noire et les héros le savent. Pareil, j'étais content que ce soit Isabelle. Moi j'étais plus dans l'idée que ça allait être Philippe. Mais bizarrement c'était plus Isabelle qui a été choisie. Mais bon, je peux comprendre vu que bah déjà il y a eu cette cette réunion des ambassadeurs lors de Koh-Lanta Palau plutôt mythique. Où Isabelle était du coup celle qui avait balancé le blast d'Alexandre. Donc voilà, on a deux ambassadeurs qui, pour moi, rajoutent un piment en plus lors de la saison. Déjà que c'est plutôt stratégique. Là, on va voir comment ça va se passer. Donc, les deux ambassadeurs qui ils décident de sacrifier. Du coup, on va un peu voir leur discussion. Les deux se comprennent et ne vont pas aller à la boule, clairement. Cela dit, Martin propose un pacte à Isabelle. Oula, pacte de Martin. Le pacte serait de vendre un bleu et de rejoindre les rouges avec son allié François. Voilà, comme on le sait, François et Martin sont alliés et c'est les deux chez les héros qui ne partagent pas, je dirais, la notion du mérite absolu, qui était partagée par Tony, Yacine et Freddy. Et les femmes, c'est vrai qu'elles n'étaient pas forcément très ouvertes à la stratégie. Donc voilà, Isabelle accepte. Voilà, franchement, un petit pacte scellé. Et le retour de Dark Martin, franchement, ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais ce type-là est vraiment. Je me suis dit que le mec qui a mis ce commentaire-là, c'est un génie absolu. Voilà, c'est le retour de Dark Martin. Et il décide de génocider les trois mousquetaires. Et il sort le nom. Voilà, clairement, on apprend que là, ça va être soit Freddy, soit Yacine qui va être éliminé. Car Martin, Dark Martin plutôt, décide d'éliminer Yacine, qui est donc éliminé une seconde fois aux ambassadeurs, hein, comme dans sa première saison. Mais cette fois-ci, ouais, c'est une grosse trahison, hein, franchement. Voilà, Martin décide de sacrifier Yacine aux ambassadeurs jugés trop dangereux pour la suite. Yacine ne lâche pas un mot à Martin et il demande à qu'on le venge. Donc les héros sont choqués du geste de Martin. Du coup, on apprend que François et Martin entrent officiellement chez les vilains. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, François était en alliance avec Martin, donc logiquement, il entre chez les vilains. Mais avec pas la posture de Martin qui est vu comme le traître, alors que François, lui, est un peu caché derrière Martin. Donc Yacine qui est une nouvelle fois éliminé, j'étais vraiment déçu, parce que là, franchement, Yacine, je le voyais plus loin dans ce Koh-Lanta virtuel. Donc, vu que c'est l'un de mes aventuriers préférés, j'étais déçu de le voir sortir aussitôt, entre guillemets. Et donc, c'est la réunification. Donc, on a une belle brochette d'aventuriers. Franchement, si vraiment un jour il y a un Koh-Lanta comme ça, mais voilà, ça serait vraiment incroyable. Et puis quand tu regardes les aventuriers qui sont à la réunification, même s'il y en a des gros qui sont partis avant, on a quand même beaucoup de gros candidats, avec notamment voilà, des Freddy, des Claude, des Moundir qui sont encore là. Donc voilà, ça promet d'être très intéressant encore. Et donc voilà, la réaction des Bleus, comment ils réagissent après la trahison de Martin. Donc on a Freddy qui se montre bon joueur, car il comprend que sa place est menacée. Les filles, par contre, non. Voilà, ils sont pas du tout autant compréhensifs que Freddy. Donc Freddy, pour l'instant, joue très bien socialement, hein, de ce que les gens montrent. Et donc Mathilde en pleure. Alors, Mathilde qui montre vraiment qu'elle a le moral au plus bas, parce que franchement, ça crée un personnage. Ouais, c'est vrai que voilà, c'était pas forcément très bien pour Mathilde, car dans son premier Koh-Lanta, c'était pas forcément l'image qu'elle avait. Mais c'est vrai que là, les commentaires que j'avais souvent, c'était ça. Donc Mathilde est vraiment le poids niveau mental. Vraiment, c'est celle qui est vraiment au bout du bout du bout. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure des places pour Mathilde. Et François annonce qu'il rejoint Martin. Les héros sont choqués du culot de ce dernier. Alors j'ai trouvé ce commentaire très drôle, parce que c'est vrai que François, voilà, il s'est peut-être dit stratégiquement ça serait mieux que je fasse ça et que je sois pas complètement dans l'ombre, comme ça me casse pas complètement le jury final. Et puis là, annoncer comme ça qu'il rejoint Martin après la trahison, c'est vrai que c'était plutôt culotté. Donc voilà, on a clairement les deux héros qui sont complètement détestés, hein, le binôme Martin-François qui est vraiment détesté par les filles, hein, les anciennes membres du Girl Power qui s'annoncent comme fondre au soleil dans les prochains jours avec Freddy. Et on arrive assez rapidement à la première immunité individuelle, donc qui remporte le premier totem. Le parcours du combattant,
le fameux donc là, quel homme sera le plus performant et qui va atteindre la finale, et quelle femme va également être la plus forte et donc atteindre la finale avec contre l'homme le plus fort. Donc voilà, vous connaissez, je pense, la règle du parcours du combattant. Et Freddy gagne au coude à coude avec Claude et François. Donc Freddy réitère l'exploit de Koh-Lanta la revanche des héros et il remporte du coup ce parcours du combattant face à Claude une nouvelle fois. C'est vrai que Freddy a toujours été plus fort que Claude lors de tous les parcours du combattant. Même celui de la légende, s'il n'était pas blessé, il aurait été devant Claude du coup. Donc c'est quand même plutôt logique, je dirais. Et t'as des Claude et des François qui sont plutôt forts physiquement, mais qui malheureusement ne font pas le poids face à un Freddy, je dirais, plus agile et plus affûté, c'est vrai. Hein. Et Raphaël, discrète jusqu'alors, reste focus et remporte un mano à mano avec Clémentine. Du coup, voilà, c'est Raphaël qui remporte ce premier duel, du coup, avec parcours du combattant. Donc, c'est une finale Raphaël face à Freddy. Du coup, qui remporte l'immunité. J'ai pas décidé de inclure un jeu spécifique au niveau de l'agilité, mais voilà, j'ai décidé de marquer ça comme ça. Et puis les gens ont décidé de faire gagner Freddy. Donc très content personnellement que Freddy gagne l'immunité. Donc voilà, il ne sera pas en danger. Celui qui pour moi était le plus susceptible de partir dès ce premier conseil réunifié. Et donc immunisé, donc pour moi, c'est un grand plus car il y aura un peu plus de suspense que s'il aurait perdu en fait. Donc on arrive au 7e conseil, c'est la première fois que la tribu blanche vient au conseil et les vilains depuis le revirement d'alliance de Martin et François sont plutôt bien lancés comparé aux héros, ce qui est complètement juste. Et donc on va savoir qui sera le premier membre du jury final. Et voilà, c'est un conseil qui s'annonce plutôt chaud car voilà, le commentaire qui m'a été posté a été vraiment divisé en 7 partitions, je crois. Du coup, ça va être vraiment un conseil plutôt serré. Pour Philippe, il voit ce conseil comme le plus important et décide de ne pas orienter les votes sur un héros. Et décide, grâce à François et Martin, de garder un gros bloc solide qui inclut l'Alliance Rouge. Là, on apprend que Philippe, qui depuis le début joue dans l'ombre, va un peu afficher une grosse stratégie et une grosse élimination. Du coup, avec le binôme d'anciens héros entre guillemets de traîtres, et il va se lancer à corps perdu avec son alliance dans ce blind sign là qui s'annonce plutôt rude. Et leur priorité c'est d'éliminer un candidat qui peut retourner le jeu et qui est persuadé qu'un héros sera visé, pour la simple raison que les vilains sont assez nombreux. Franchement voilà, j'espère que vous suivez car le commentaire a été vraiment pour moi très très bien construit. Alors c'était pas en 7 étapes, c'est un autre commentaire qui va être comme ça, là c'est en 5 étapes de ce que j'ai compris. Et le blind sign arrive et l'éliminé est Claude, qui choquait de se faire blind sign, mais pas autant que les bleus. Bref, Philippe élimine son rival. Gros blind sign de Claude, quand Claude se méfie le moins de Philippe, qui a prouvé toute la primaire qu'il pouvait faire confiance à Claude. Enfin, plutôt que Claude pouvait faire confiance à Philippe, là il élimine comme un bleu. Donc c'est vraiment un gros blind sign car on avait vu que Philippe avait pris le parti de Claude lors de l'élimination de Brice. Mais là il décide de l'éliminer, donc vraiment grosse élimination surprise. Peut-être à ce niveau là du jeu le meilleur coup à jouer pour Philippe et son alliance. Et j'ai trouvé cette élimination mais dingue, et j'ai vraiment à partir de cet épisode là, on va dire à partir de ce conseil là, je me suis dit ah oui, là les abonnés sont venus pour jouer stratégie et pour voilà, faire une saison vraiment avec beaucoup de rebondissements, et j'ai trouvé ça excellent. Donc Philippe a eu aucun scrupule du coup à sacrifier Claude. Selon lui, Claude était la cible principale à la réunification devant les héros. Du coup même lui en commentaire dit le plus grand blind sign. Peut-être qu'il y aura mieux par la suite, mais franchement là c'est un très beau coup, il faut dire. Du coup on va enchaîner ensuite avec du coup les binômes. Et oui les binômes à 12, le grand retour, car je les ai mis assez tôt, car moi personnellement, je sais pas votre avis, mais je n'aime pas les binômes quand c'est trop tard dans le jeu. J'aime pas les binômes quand ils sont que 8 et que après les binômes il y ait plus que 2 conseils. Voilà, je trouve ça pas terrible perso. Je préfère quand il y a des binômes avec plusieurs binômes, avec beaucoup, et que après les binômes on ait quand même assez de conseils pour avoir des coups stratégiques ou encore pour s'amuser. Et
Du coup là j'ai fait les binômes aléatoirement. Franchement j'ai pris des bouts de papier et tout, j'ai marqué les noms. Franchement c'était plutôt sympa à faire. Et donc voilà, on a eu le binôme blanc François Isabelle, le binôme rouge Mathilde et Martin, le binôme violet du coup avec Raphaël et Moundir, le vert avec Magali et Clémentine, le jaune avec Freddy et Maud, donc un binôme pas terrible vu qu'il y a deux bleus, et un binôme 100% rouge avec Philippe et Kevin. Et donc, que pensent les aventuriers de ces binômes? Les binômes n'arrangent pas beaucoup de choses, surtout pour les héros, c'est le cas. Et honnêtement, j'étais très content de la répartition des binômes, car en soi, on a deux binômes qui sont vraiment juste avec une couleur, c'est-à-dire un binôme 100% bleu et un binôme 100% rouge. Après, les trois autres sont, voilà, ils sont vraiment bicolores et je trouve ça vraiment sympathique. Et donc, qui va remporter l'immunité en binôme du coup? Et c'est du coup l'épreuve de la boue. Voilà, j'ai bien aimé quand ils avaient fait ça lors du combat des héros, preuve de binôme avec la boue. Ils avaient fait aussi dans la légende, c'est vrai, j'ai oublié. Et donc, qui va gagner? Et la victoire revient une nouvelle fois à Freddy et qui du coup également à Maud aussi. Donc Freddy qui enchaîne deux victoires d'affilée, c'est pour l'instant le challenge beast de la saison, 2 victoires pour Freddy, 0 pour le reste, sachant très bien que si ils perdent, Maud et Freddy se donnent à 100%, ce qui amène à une victoire. Donc c'est un petit peu mal expliqué si je peux me permettre, c'est du fait qu'en fait à 100% ils savaient que s'ils perdaient, ils allaient être éliminés. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant alors que c'est vraiment le commentaire qui est revenu le plus, alors que moi personnellement je pensais que ça allait être Moundir et Raphaël qui allaient gagner au vu de leur longue chevelure à eux deux. Les gens ont préféré faire gagner Freddy pour éviter un conseil trop prévisible, donc bon, en soi c'est logique car Freddy est vraiment un super aventurier au niveau des épreuves et je pense que ça aurait pu se produire. Plus Maud également aussi est très forte. Et donc Maud a quand même ce côté où à chaque fois qu'on a un binôme, notamment dans la guerre des chefs, elle remporte à chaque fois l'épreuve pour se sauver, car là si elle avait perdu, elle s'est été directement éliminée. Hein. Et donc les stratégies en binôme, comment ça se passe? Et bah Moundir et Philippe envisagent de sacrifier Clémentine, mais ça ne plaît pas à Isabelle. Car oui, hein, Clémentine de base elle n'est pas dans l'alliance majoritaire des vilains qui comporte Moundir, Philippe, Kevin et Isabelle. Clémentine elle était un peu à l'écart avec Claude et Chantal. Donc pour le coup c'est vrai qu'elle est pas mal en danger. Et puis Moundir, grâce à son binôme Raphaël, du coup s'ouvre plus aux autres et les filles bleues l'apprécient et lui disent que Philippe et Isabelle sont des gens pas loyaux et fourbes qui méritent de se faire éliminer. Là clairement on a les filles bleues qui jouent un peu stratégie et qui du fait que Moundir soit avec Raphaël approche un peu plus Moundir. Et c'est vrai que Moundir, on sait que les femmes c'est quelqu'un qui, voilà, il a quand même cette petite fibre, même si bon on va dire qu'il est marié si on tourne vraiment ce Koh-Lanta là en 2022, mais quand même c'est toujours quelqu'un qui a eu un truc avec les femmes dans Koh-Lanta. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant, cette petite stratégie pour je dirais voilà, un peu embobiner Moundir et l'amener du côté bleu. Et donc ça marche, hein. Moundir hoche la tête et réplique que l'alliance qu'il a créée lui intéresse plus et veut Tej Isabelle. Ce qui m'étonne vraiment pas, hein, car franchement un profil comme Isabelle en face d'un Moundir, je pense vraiment que ça collerait pas trop. Voilà, du coup on apprend que Isabelle qui ne supporte plus avec François qu'il trouve irresponsable depuis qu'il a rejoint Martin. Donc ça serait le binôme qui serait le plus en danger. C'est vrai que François a voulu stratégiquement dévoiler son revirement d'alliance et on a l'impression que c'est pas trop le bon choix. Et donc voilà, ça s'annonce être un conseil plutôt serré. Et donc Moundir propose à Philippe d'éliminer le binôme blanc et après éliminer Clémentine qu'il ne supporte plus également. Donc là on apprend que Moundir a dit à Philippe que voilà, il a dit son plan de changer l'alliance. Et là c'est la plus grosse erreur qu'il a fait quoi. Philippe fait mine d'accepter et même s'il apprécie Moundir, hésite ce soir à le punir. Mais Martin, derrière un arbre, entend toute la conversation et en parle. Et bon là du coup il y a une petite faute, mais en parle à l'alliance des vilains et tous sont d'accord. Donc là, truc de fou. Voilà, gros retournement de situation. Donc il se passe vraiment un truc de fou. Vraiment Martin qui là est vraiment ultra fourbe. Vraiment encore plus fourbe que certains vilains.
Et du coup, c'est le conseil des binômes, un conseil qui est toujours ultra intéressant. Et c'est vrai que là, depuis les binômes sur le camp, c'est la cacophonie, tout le monde se sent visé. Et plus depuis le revirement d'alliance de Moundir, Philippe et toute sa clique sont maintenant à égalité de vote. Et pour le coup, qui sera victime de ce conseil? Finalement, Martin et François parviennent à berner la fragile Mathilde en lui faisant croire qu'ils votent contre Philippe et Kevin. Or, Moundir et les autres votent Isabelle. Du coup, là, on apprend que Mathilde s'est fait complètement manipuler par le binôme de traîtres en plus. Donc là, elle s'est fait complètement avoir, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Sandro dans sa saison. Et pour le coup, là, il y a vraiment un décalage au niveau des votes. Et donc, les héros sont vraiment plus en supériorité au niveau des voix à cause de Mathilde et de son vote un peu catastrophique. Et donc, le stratagème du binôme porte ses fruits, car Mathilde vote dans le vent. Et c'est à la surprise générale que le nom de Raphaël sort en majorité, cette dernière est en larmes alors que Moundir, pour le coup, éclate de colère contre Philippe, Martin et François, et Isabelle également, qu'il qualifie de tous les noms. Voilà, là on a l'espèce de ultime conseil où il y a tout ce qui se passe, un gros blindside avec une élimination vraiment avec du clash et avec beaucoup de choses qui se sont passées, vraiment une trahison de fou, car là on apprend que du coup Philippe, avec qui il avait de la tâche envers Moundir, décide de le trahir. Et franchement, conseil de fou, en éliminant en plus la fille Raphaël qui avait le plus gros social de la saison. Rappelez-vous au début de la vidéo, on avait vu ça. Et du coup, franchement, un blindside de dingue, c'est un truc de fou. Franchement, là, quand j'ai vu ce blindside, j'étais comme un fou. Après, il est moins surprenant, on va dire, que le blindside de Claude précédemment, mais il reste quand même un super blindside avec une grosse surprise, on va dire. Et du coup, Mathilde se met à pleurer aussi car elle réalise qu'elle a condamné son alliance par sa naïveté. Franchement, Mathilde qui fait un All-Star vraiment tout en bas du classement, quoi. Elle est vraiment, je dirais, la plus faible. Et voilà, bien sûr, c'est pas pour de vrai, mais quand même, je m'attendais pas que Mathilde ait ce rôle-là dans la saison. Mais bon, ça peut se comprendre car honnêtement, dans tout le casting, ça a l'air d'être la personne qui a le mental le plus fragile. Après, bien sûr, ça se trouve, je me trompe. Mais voilà, j'ai l'impression que les gens l'ont un peu ressenti comme ça et souvent eu ce commentaire-là. Les héros restants sont dépités, les vilains sont soulagés. Isabelle et Clémentine savourent cette vengeance. Et là, du coup, on a Isabelle et Clémentine, un peu les vilaines officielles de Koh-Lanta, qui sont vraiment détestées par le public, qui savourent un peu cette élimination folle, quoi. Franchement, on a vraiment un conseil de fou. Après que leur nom ait été cité, de son côté, Kevin est pris de remords car il appréciait Moundir. Là, on apprend que voilà, Kevin a un peu regretté, je dirais, le choix d'éliminer Moundir car ils étaient quand même plutôt potes. Et en soi, Kevin est quelqu'un aussi qui a beaucoup de, je dirais, de valeur en soi avec des gens de sa tribu. Pas avec les gens de la tribu adverse, on l'a bien vu avec Grégoire dans sa saison. Mais tout de même, ça reste quand même quelqu'un qui a des valeurs assez franches avec ses coéquipiers. Et du coup, ça le fait chier d'avoir éliminé son pote Moundir. Du coup, il est un peu déçu. Il va un peu en parler avec Philippe, on imagine. Et du coup, on arrive à l'épreuve de confort. Voilà, j'ai décidé de mettre quelques épreuves de confort, voilà, pour faire en sorte d'animer un peu le lore de la saison, quoi, d'amener des petites choses assez intéressantes. Et du coup, c'est l'épreuve des trapèzes qui gagne un confort de fou. Du coup, voilà, s'il gagne, c'est un steak frites. Et franchement, là, moi, à tant de jours d'aventure, avoir un steak frites, franchement, ça serait un truc de fou. Et c'est souvent un confort super intéressant à avoir. Donc, on apprend que c'est François qui gagne lors d'une finale serrée face à Magali. Coup de théâtre, il décide d'offrir son confort. Là, franchement, je trouvais ça génial. Du fait que c'est souvent le cas à l'époque, hein, dans les premières saisons ou dans les saisons... on va dire dans le prime de Koh-Lanta, du fait que quand quelqu'un gagnait, souvent à ce moment-là du jeu, il décidait d'offrir son confort par stratégie et par bienveillance aussi. Et du coup là, quelqu'un m'a proposé ça, je trouvais ça génial, et en plus, François qui est un candidat que j'adore, c'est lui qui le fait en plus, donc c'est sympa, il décide de donner son steak frites, et donc voilà, les candidats vont le partager, et ça va amener des disputes avec, du coup, les autres dévorent le steak frites, mais Kevin va prendre toutes les frites et les autres lui hurlent dessus. Un peu à la star de Claude d'un Vietnam, rappelez-vous, quand il avait fait un espèce de croc de la mort là dans la poire choco que Philippe avait offert. Il y avait Wafa, Véronique et tout
qui lui disait ouais mais t'abuses et tout, franchement. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc remake de Vietnam avec Kevin qui est là, ne s'est fait pas trop d'alliés. On imagine Kevin qui répond ouais mais c'est pas grave et tout. Et du coup, les plans de Philippe. Voilà, Philippe est heureux. Il pense avoir trouvé sa GOAT. Du coup, sa GOAT dans le langage Survivor, on va dire, c'est voilà, sa chèvre pour la finale, quoi. C'est-à-dire son finaliste idéal pour gagner face à lui, car on sait très bien que voilà, si on arrive en finale face à lui, on est sûr de gagner. C'est généralement souvent le cas dans Survivor, ils font ça, et ça, je trouve une stratégie assez sous-cotée. Si je suis dans Koh-Lanta, je pense que ça serait un truc que je ferais, parce que c'est vraiment trop cheaté de faire ça. Voilà, c'est vraiment. Après, Survivor, je dirais qu'on a plus d'impact dans la finale que dans Koh-Lanta, car Koh-Lanta, t'as des épreuves éliminatoires à la fin, genre orientation et poteau, qui font que t'es pas trop sûr, quoique les poteaux ça va, mais l'orientation, t'es vraiment pas trop sûr de voir qui va passer. Et donc, voilà, d'ailleurs, tous les bleus le savent. Voilà, tout le monde sait que Philippe a ça comme plan. Et en plus, les bleus savent aussi que c'est Philippe le leader des alliances. Et comme Kevin et Isabelle, il n'est pas trop apprécié par le jury final. Donc on apprend vraiment que tous les rouges, sauf Clémentine, encore une fois, sont détestés. C'est-à-dire les 3 de l'alliance de base des vilains sont détestés par le jury. Donc ça va être compliqué de remporter la saison, sauf s'ils se retrouvent entre eux. Donc voilà, on arrive à l'épreuve d'immunité et c'est l'épreuve des koalas, une épreuve que j'adore franchement. J'espère qu'elle sera dans cette saison là qu'on est en train de suivre, du coup la tribu maudite. Et c'est qui remporte cette épreuve? Et c'est notre ami Martin qui la remporte, non sans difficulté face à une Maud remontée à bloc. Du coup on apprend que là, la challenger du coup de cette épreuve là, finaliste face à Martin, c'était Maud, la doyenne, qui était vraiment assez motivée pour gagner. On voit que Maud a un énorme mental, ce qui est vraiment le cas, c'est vraiment une super guerrière. Et donc on arrive au 9e conseil. Du coup voilà, je dirais que les plus en danger c'est Mathilde, Magali, Freddy et Maud, car c'est ceux qui ne sont pas dans l'alliance des vilains. Et on sait que Magali a un collier, donc potentiellement un blood sign à faire pour Magali si elle est visée, voilà, potentiellement. Et du coup les héros doivent réagir et le collier de Magali semble être la solution pour renverser la vapeur. La vapeur, je sais pas trop si ça se dit, mais enfin il a écrit ça dans le commentaire. Les héros savent que Freddy va être visé car c'est le plus dangereux. Et de plus, il n'est pas dans les bonnes grâces de Philippe et Martin depuis la nouvelle édition. Ah, c'est vrai que là, voilà, ça fait un peu un puzzle entre les anciennes saisons, je trouve ça plutôt sympathique. Et par conséquent, les filles essayent de se rapprocher de Clémentine et Isabelle pour avoir des informations, mais rien de concluant. Les vilains évitent volontairement de parler à Freddy sur le camp, ce qui conforte les héros qu'il est la cible des votes. Magali donne donc son collier à Freddy. Donc voilà, Magali, dans un élan de folie, elle fait un peu comme Tiffany lors de sa saison Fidji, elle donne son collier à un de ses alliés qui est Freddy. Un peu comme avait fait Tiffany, elle avait donné son collier à Magali. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique comme clin d'œil. Et en plus c'est vrai que là Freddy, c'est celui qui est logiquement doit être éliminé vu qu'il avait gagné les 2 épreuves précédentes. Et s'il les avait pas gagné les 2 épreuves précédentes, c'est lui qui saute, et clairement. Donc là, Magali donne le collier à Freddy. Et au conseil, Freddy joue donc le collier, mais ce n'est pas son nom, mais celui de Maud qui sort. Du coup on apprend que là c'est un gros bluff des vilains. Ils avaient dans tous les cas du coup fait en sorte de voter quelqu'un d'autre que Freddy, car ils savaient que Freddy c'était le moment où s'il avait un collier il l'aurait joué. Clairement c'est le cas, et c'est même pas son collier de base, c'est le collier de Magali. En effet, Martin avait fouillé le sac de Freddy avant le conseil et savait qu'il allait le jouer par conséquent. Aïe aïe aïe, j'avais complètement oublié ce petit passage du Dark Martin. Voilà, franchement, Martin, c'est littéralement là le pire vilain de la saison, encore plus que Philippe, car là il fait des actions de fou, quoi. Il écoute la conversation derrière un arbre, il fouille le sac, il trahit les bleus aux ambassadeurs. Ah, Martin, ça va être compliqué de gagner là, franchement, mais truc de fou. Et en fait c'est pour ça qu'ils n'avaient pas voté pour lui. Et les votes des vilains ont été rebasculés sur Maud, qui est une menace à cause de son mental. Et voilà, Maud est
est éliminé clairement. Et franchement, bah là, une nouvelle fois, un peu comme dans la revanche des héros, on va dire que l'épreuve des koalas, ça a été une épreuve ultra serrée qui a duré ultra longtemps, un peu comme Claude versus Théora lors du paresseux. Et là, clairement, ils éliminent Maud comme ça, sans scrupule, alors qu'elle a tenu je sais même pas combien de temps dans l'épreuve du koala, sans la gagner du coup. Et elle se fait éliminer comme ça, elle se fait remercier. Donc Maud part sans rien dire, alors que Freddy pète un câble sur Martin qu'il traite de tricheur. Voilà. Franchement, là, Freddy, on sait très bien qu'il déteste l'injustice, un peu les trahisons de cette telle sorte. Et là, apprendre qu'il a fouillé le sac de Freddy, et je pense que Martin est quand même assez honnête pour le dire devant tout le monde au conseil. Je pense qu'il est assez couillu aussi pour dire ça, c'est pas quelqu'un qui se cache, Martin. Donc, de son côté, Philippe jubile car il a le jeu en main. Donc, on arrive à l'épreuve des courriers. Je l'ai trouvé ça sympathique d'inclure ça, ça peut amener quelques rebondissements lors de la saison. Et donc, voilà, qui sont les émissaires, et ils peuvent ramener seulement 5 lettres. Alors qu'ils sont, voilà, ils sont 10, hein, notamment. Non, ils sont 9, excusez-moi, ils sont 9. Et donc, voilà, Clémentine et Freddy se dévouent, ils prennent le courrier de François, Magali, Mathilde, Isabelle et Freddy. Du coup, Kevin et Martin ne sont pas contents du tout, et ils en veulent du coup un peu à Clémentine, leur allié du jeu. Clémentine est rouge comme eux, même si elle n'est pas trop dans l'alliance. Elle veut pas aller dans l'alliance des héros, qui est une alliance qui est en train de disparaître. Donc elle reste chez les vilains. Et le fait qu'elle n'a pas donné le courrier à Martin, qui c'est vrai fait beaucoup de sacrifices, et donc est détesté par les bleus pour sauver les vilains. Et également on sait très bien que Kevin est quelqu'un d'assez orgueilleux, qui est un peu énervé quand les choses ne vont pas trop dans son sens. Et on arrive à la 4e immunité individuelle, et là franchement c'est une épreuve que j'adore. Voilà, je l'ai mis assez tôt, on va dire. D'habitude c'est assez tardivement dans le jeu, mais vraiment tard, je dirais avant la finale ou 2 épisodes avant. Et là c'est l'épreuve du pont de singe, une épreuve que j'adore franchement. Ça serait mon rêve dans les épreuves de la revoir dans Koh-Lanta. J'espère qu'elle reviendra dans Koh-Lanta, car c'est une épreuve de folie, c'est vraiment une épreuve géniale. Et c'est qui la remporte? Et bah Philippe, avec l'aide de Kevin, Isabelle et Martin, remue la corde exprès pour faire tomber Freddy. Remake de Palao, et Freddy à la place de Rodolphe. Clairement on a Philippe et ses compères qui veulent faire tomber Freddy. Truc de fou furieux, franchement génial. Là on a vraiment du pur vilain. Mais cela n'aboutit à rien, car Freddy, très affûté, arrive à remporter sa 3e épreuve. Là, Freddy, franchement, masterclass. Il gagne une nouvelle fois une épreuve alors que tout le monde voulait le faire perdre. Truc de fou. Freddy, c'est vraiment le héros par excellence de ce Koh-Lanta Heroes vs Villains. S'il continue comme ça, il va arriver en finale en gagnant toutes les immunités. Hein, clairement, truc de fou. Les vilains sont dégoûtés et on les comprend. Voilà, on arrive au 10e conseil. Un conseil qui s'annonce assez prévisible dans la logique. Et du coup, on sait très bien que ça sera un héros qui va être éliminé, une femme. Par définition, ça serait plus logique du coup, vu que Freddy est immunisé. Et c'est donc Magali qui est éliminée logiquement. Les méchants pensent que Mathilde n'est pas une menace et la gardent par définition. Donc, ils préfèrent éliminer quelqu'un de plus motivé que Mathilde, qu'on a vu qui avait un mental en baisse. Et ils éliminent Magali, qui malheureusement dans ce Koh-Lanta là n'a pas été, je dirais, super dominatrice. On a bien vu qu'elle a joué son collier pour rien, et puis bon, elle est restée dans l'éthique, mais ça n'a pas servi à grand chose car elle a été éliminée lors de ce conseil. Et on arrive à l'épreuve de confort, les familles, les proches. Là ça va être sûrement un moment très important, car on sait très bien que c'est un moment qui peut amener beaucoup de tension, et c'est l'épreuve du tir à l'arc. Et encore plus avec cette épreuve là, car on élimine ses adversaires si on gagne la manche. Et donc qui va remporter ce confort qui peut causer des clashs? Et c'est notre ami François qui remporte cette épreuve grâce à son habileté. Il va passer un bon moment avec sa femme. Philippe, lui, se questionne sur son alliance. Il a remarqué qu'il y avait 2 binômes, celui de Isabelle et Clémentine, et François et Martin. Du coup, alors que lui est assez seul, il hésite du coup à s'approcher de Kevin pour faire une alliance en binôme, pour l'amener vraiment jusqu'au bout et faire son projet de GOAT
et l'amener en finale. En tout cas, il compte bien de se débarrasser de Clémentine, qu'il commence à prendre le lead. Hein. On apprend que Clémentine, voilà, qui est en binôme avec Isabelle. C'est vrai que Isabelle et Clémentine sont assez potes, de ce qu'on a compris, mais sans que Clémentine soit réellement dans l'alliance. Donc, ça pose problème à Philippe. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser sur le confort de François, ça n'a pas amené de tension au final. Donc personne n'a amené vraiment, enfin j'ai pas trouvé des commentaires pertinents sur le fait que les autres en veulent en François. Donc François a tout gagné dans ce confort-là. Il a gagné le fait de passer un bon moment avec sa femme, et puis en plus, voilà, personne lui en veut. Donc c'est génial pour lui. Et on arrive à l'épreuve d'immunité, la légendaire épreuve du koala dorsal. Franchement, je voulais la placer également, cette épreuve-là. Avec quand même pas mal de candidats sympathiques, on va dire, et qui remporte cette épreuve mythique de Palawan, et c'est Freddy qui gagne une nouvelle fois l'immunité dans un duel sans merci face à Kevin, qui s'est bien battu. Voilà, clairement, il faut annoncer que Kevin quand même est quelqu'un de très bon dans les jeux, et notamment dans les jeux voilà, d'adresse comme ça, enfin de patience, excusez-moi. Donc Freddy, franchement, ça m'étonne pas, car honnêtement, je pense que dans ce genre d'épreuve, il peut être vraiment très bon, notamment dans le physique qu'il avait dans Koh-Lanta la légende, où il était vraiment parti pour gagner toutes les épreuves. Je pense avec un physique pareil, il était vraiment très affûté. Donc Freddy, le challenge beast. Et du coup, voilà, gros clash sur le camp. J'ai décidé d'amener ça dans la saison. J'ai décidé d'à ce moment-là faire un clash pour un peu remuer, gérer les alliances. Et pour le coup, Mathilde, qui est constamment en déprime, ne fait rien sur le camp, ce qui énerve Clémentine, qui se met une nouvelle fois à râler. Manque de bol, cela énerve à son tour Philippe, qui ne supporte plus la voix de Clémentine. Par conséquent, Philippe pète un câble sur le camp. François essaye d'apaiser les choses, mais il finit par se prendre le bec avec Mathilde, qui ne peut plus le voir depuis longtemps. Au final, seul Freddy, Isabelle et Kevin sont en dehors de ce clash. Une chose est sûre, l'issue du conseil n'est plus du tout jouée d'avance. Franchement là, je crois que c'est Thomas Dumont, je crois son nom, mais il me faisait des commentaires comme ça, mais de fou furieux. Merci à toi pour ta participation, car franchement il a vraiment bien animé ce Koh-Lanta Heroes vs Villain. Mais il y avait quand même beaucoup d'autres personnes dont j'ai pas trop les noms en tête, mais qui était vraiment très investi, et ça m'a donné aussi des commentaires comme ça qui sont géniaux, hein, dont le blind sign de Claude qui venait d'un abonné assez fidèle aussi. C'était vraiment génial. Merci à vous pour la participation, j'ai oublié de le préciser. Hein. Et on arrive au 11e conseil. Et c'est un conseil, en vrai, je savais pas trop qui allait sortir. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont se débarrasser de Mathilde, qui a vraiment le moral à zéro, ou ils vont essayer de tenter d'éliminer quelqu'un de plus intéressant à éliminer. Et oui, hein, c'est bien le cas. Clémentine est éliminée. Philippe a influencé Kevin et le binôme bleu pour qu'elle tège, car elle était trop sociale en fait, voilà, clairement. Du coup, c'est ce que je vous disais, hein, Clémentine chez les vilains, c'est vrai que c'était celle qui avait le meilleur social. Donc là, logiquement, si tous les vilains vont en finale, le jury devrait départager entre les plus détestés, et donc Clémentine est hors de course. Et c'est mieux pour les trois autres vilains, même si Isabelle est un peu déçue de ce sacrifice, car c'est quelqu'un qui était plutôt proche de Clémentine. Et en parlant du jury, que pense le jury final du F7, hein, clairement. Voilà. Et le jury, hein, ça commence de Claude à Clémentine, hein, clairement. Et ça reconnaît beaucoup la force mentale de Freddy de tenir seul contre tous, et aussi de gagner beaucoup d'immunité. Ça trouve que Philippe joue très bien dans l'ombre, mais il va falloir qu'il assume pour avoir du soutien, quoi. Enfin des soutiens, ça c'est clair, hein. Il faut qu'il assume au jury final, sinon la partie sera assez compliquée à gagner. Martin et François ne sont pas très appréciés, tu m'étonnes, hein. Des héros qui leur en veut de les avoir tous trahis en fait, hein, clairement. Le jury à l'unanimité veut voir Freddy gagner la saison, sinon le club de Philippe et le binôme de traite sont détestés, jusqu'à même les juger de manipulateurs. Ah ouais, Mathilde étonnamment n'est pas appréciée. Ok, voilà, Mathilde, même si elle est dans l'alliance des Bleus, elle n'est pas très appréciée pour son moral qui chute de jour en jour, et potentiellement un abandon volontaire, mais ça serait vraiment une fraude si ça se passe comme ça, Mathilde, mais je pense pas que
ça se fera, que ça reste quand même une aventurière plutôt appréciée, je dirais, et qui a du mental un minimum, pour la simple raison qu'elle a le moral H24 à 0, hein, voilà, et celui qui remporte la palme d'or du plus détesté, c'est Kevin, par son comportement un peu orgueilleux, un peu méchant, un peu vilain, hein. Clairement, c'est dans son ADN d'être vilain, hein, Kevin, pas trop dans ses actes, mais dans sa personnalité. Après, je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez apprécié en général dans sa tribu, donc c'est vrai que les rouges l'aiment bien, mais le reste l'aime pas trop, quoi. Donc compliqué. Et puis c'est un peu ce que transmet la vie des téléspectateurs dans la saison, quoi. Voilà, on arrive assez rapidement à l'épreuve de confort. Et là, c'est une épreuve de confort assez intéressante car elle a un enjeu de fou. C'est celui qui gagne, bah, il envoie exiler la personne de son choix bah, du coup pendant une journée. Honnêtement, c'était peut-être un cadeau empoisonné car le fait de gagner, ça peut éventuellement te faire moins apprécié d'une autre personne sur le camp. Et c'est Freddy, sachant que s'il ne gagne pas, il est envoyé directement à l'exil. Il garde son calme et cela marche dans les jeux. Clairement, Freddy là qui est vraiment très bon. Je crois que c'est sa 6ème épreuve d'immunité. Enfin, sa 6ème épreuve, excusez-moi, immunité et confort confondus. Donc très fort là. Et honnêtement, moi, au niveau des épreuves, clairement, c'est souvent, je dirais, la majorité que je choisis, car honnêtement, là, c'est pas trop dans les stratégies, il n'y a pas trop de logique en soi. Tous peuvent remporter les épreuves, car ils sont tous à peu près, je dirais, au niveau. Bah oui, clairement, hein, c'est un All-Star, et puis je prends vraiment le commentaire qui revient le plus, et là, c'était Freddy. Là, clairement, donc, il gagne une nouvelle fois une épreuve, et il décide d'envoyer Philippe, qui est le leader des vilains hein, de l'Alliance. Et c'est vrai que là, je viens de remarquer, mais il y a une faute, mais un truc de fou. Regardez, j'ai marqué le stratège de l'ombre accepte avec aucun souci cet exil. Voilà, déjà j'ai mis un accent alors qu'il n'y a pas d'accent vraiment. Mais au fond de lui, il bras du noir. Oh là là, mais quel abruti, j'ai marqué bras au lieu de broie. Il broie du noir. Là j'ai marqué bras. Je crois que c'est vraiment une faute de frappe ou j'ai pas fait exprès là, parce que là c'est un truc de fou quoi, c'était faute là, c'est un truc de... Excusez-moi, parce que là, les yeux ont dû sortir des orbites là, quand vous avez vu ça. Donc les stratégies, quelles sont les stratégies qui animent cette fin de saison? Puis Philippe peut pas trop y participer vu qu'il a été exilé. Isabelle approche Martin et François pour blindside Philippe, jugé le plus méritant des vilains. Intéressant, hein, Isabelle qui joue vraiment très très fourbe, en sachant que Philippe peut pas trop... je dirais diriger les stratégies vu qu'il est exilé. Elle décide voilà, de faire part de son plan au binôme de traîtres chez les Bleus. Le binôme accepte volontiers de trahir Philippe, mais Isabelle va commettre l'erreur d'approcher Kevin qui lui fait mine d'accepter, mais ne veut pas trahir Philippe. Bon, c'est mal écrit, mais en gros c'est ça, il veut pas trahir Philippe, qu'il respecte et va le prévenir à son retour. Des plans de Isabelle, Philippe remercie Kevin de l'avoir prévenu et lui promet un F2. Clairement là, Philippe, sans Kevin, sans cette information-là, ce serait fait blindside clairement au conseil. Et on apprend que Philippe, rageur, va créer un nouveau F4 composé de lui, Kevin, Mathilde et de l'inattendu Freddy. Ah là franchement, c'est une aubaine pour les deux survivants héros. Là c'est un truc de fou ce qui se passe. Du coup, 6ème immunité. J'étais content d'apporter, je dirais, ce confort de l'exil. Ça a apporté cette stratégie de malade dont je m'y attendais absolument pas. Honnêtement, je pensais que les jeux étaient faits et que Freddy et Mathilde allaient être jetés à la poubelle assez rapidement. Apparemment ça ne sera pas le cas. Donc c'est l'épreuve des paresseux, épreuve géniale que franchement j'ai été obligé de mettre dans un All-Star comme ça. Et cette immunité du coup c'est un combat de titans qui s'annonce. La majorité des gabarits restants sont taillés pour durer. Philippe le plus lourd et exténué par son exil lâche le premier. Et Isabelle ne parvient pas à durer plus longtemps, étant trop occupée à penser stratégie plutôt qu'au jeu. Ah ouais, hein, ça tire des balles perdues sur Isabelle, truc de fou. Le nouveau F4 proposé en cachette par Philippe semble avoir motivé Mathilde qui dure, clairement, plus longtemps que François. Visiblement, ses muscles ont commencé à peser trop lourd pour lui. Voilà, ils ne sont plus que 4. Et cela fait déjà 1 heure que ça a commencé. Finalement, Mathilde lâche. Mathilde qui s'est quand même pas mal bien battue dans cette épreuve-là. Épreuve qui s'annonce plutôt grotesque. Clairement, franchement. Puis ce commentaire de fou, je crois, c'est
Voilà, notre ami Thomas Dumont qui avait répondu grâce au pacte de Philippe. D'ailleurs, Martin, qui n'est pas au courant, et pour faire croire à Philippe qu'il est toujours de son côté, lâche une petite pique à Freddy. J'espère que ton sac est prêt. Et voilà, Martin, qui franchement dans cette saison a vraiment le côté le plus vilain qui soit. Et donc il lâche. Et c'est donc Kevin qui remporte la victoire sur l'épreuve du paresseux. Et oui, dans la foulée, ce dernier tombe, offrant la victoire à Kevin, cette fois-ci dans les règles. Du coup voilà, certains s'amusent alors qu'ils devraient s'inquiéter, car les surprises sont nombreuses. Et oui, et on arrive assez rapidement au conseil, le 12e. Et du coup, qui sera éliminé? Car là, franchement, c'est vraiment un gros blindside qui s'annonce. C'est avec ignorance que certains arrivent au conseil. Freddy logiquement devrait être menacé, mais les stratégies pour éliminer les leaders sont d'actualité sur le camp. Et oui, clairement, le conseil, la personne éliminée, c'est donc Isabelle qui est blindside. Philippe ne pardonne pas ce revirement et décide de la punir. Elle est choquée, clairement. Isabelle sort surprise et en pleurs. Voilà, un peu comme elle a été éliminée lors de Koh-Lanta, la nouvelle édition dès le premier conseil, mais là c'est au bout de je sais même pas combien de jours. Et donc là on apprend que Martin et François sont très ennuyés de leur position, car d'un côté ils étaient devenus les maîtres du jeu, et là ils sont au plus bas, les plus menacés. Clairement ça va être compliqué pour eux de remonter, je dirais, dans l'estime de Philippe, qui clairement tient le jeu, voilà, avec ses mains là, vraiment avec les ficelles, il tient tout le monde. Philippe, pour l'instant, maîtrise de bout en bout le jeu, clairement. Du coup, le binôme de vilains, comment réagit François et Martin après ce retournement de situation, le blindside d'Isabelle, du coup, et de la trahison qu'ils avaient voulu faire envers Philippe, clairement, car c'était vraiment un très bon coup d'éliminer Philippe, mais voilà, l'erreur d'avoir prévenu Kevin, ça fait en sorte qu'ils sont dans la merde, quoi. Du coup, voilà, on apprend que François réagit calmement en brossant Philippe dans le sens du poil. Mais cela ne change rien. Voilà, clairement là on a une approche voilà, plus susboule du côté de François, de l'ami François, j'adore ce candidat, mais là c'est vrai que voilà, les gens ont un peu dit ça du fait que il va essayer de soudoyer notre ami Philippe. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez sympathique et d'assez fort, pour un peu mettre en place certaines stratégies, et voilà, et quelqu'un d'assez sociable. Et Martin commence à s'agacer et déteste ne pas avoir le contrôle de la situation. Il rage, ce qui énerve en gros. Je pense qu'il a voulu marquer ça du fait que ça énerve les autres, que Martin rage. Que Martin, quand c'est un râleur, il râle souvent, surtout dans Koh-Lanta Rajampat. Et du coup là, voilà, c'est deux salles, deux ambiances, deux poids, deux mesures. Et donc voilà, les deux sont dans la merde et ils le savent. Leurs jours sont comptés sur l'île, et maintenant les deux essayent d'enfoncer l'autre sans aucune pitié. Mais Philippe et Kevin sont amusés par leur ânerie. Là, on a Martin et François qui sont vraiment comme des guignols, en mode ils essayent d'enfoncer l'autre pour qu'il soit éliminé avant lui-même, quoi. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est plutôt drôle et j'ai sélectionné ce commentaire là car je trouvais ça plutôt marrant. Et on arrive assez rapidement à la 7ème immunité, l'avant-dernière du jeu, et clairement voilà, qui remporte cette immunité, qui va atteindre le F5 également. À ce stade du jeu, il ne reste plus que des candidats d'exception, tous se battent pour obtenir la victoire, et cela implique aussi de recourir à des méthodes de filou, encore, voilà. C'est vrai que dans ce Koh-Lanta là, il y a souvent eu ça dans les épreuves. En effet, le binôme Martin-François, pour une fois, il s'allie depuis l'élimination d'Isabelle. Ils jouent ensemble, tentent de se sauver en empêchant notamment Philippe et Freddy de gagner cette épreuve, comme l'ont fait Patrick et Isabelle contre Rodolphe en 2009. Clairement, une nouvelle fois. Kevin, quant à lui, galère à bâtir une perche bien solide, car c'est un peu une épreuve système D. C'est vrai que il faut raccorder, je dirais, des bambous pour faire en sorte d'amener les anneaux. C'est pas seulement un bambou que tu tends, il faut vraiment créer le système, ce que je trouve vraiment génial dans cette épreuve là. Finalement, alors que personne ne s'attendait à cette finalité, c'est bel et bien Mathilde qui remporte cette immunité pour la première fois. Elle pleure de joie. Et oui, un petit clin d'œil du fait que c'est vrai qu'elle pleurnichait souvent dans l'aventure, malheureusement, de ce que les gens ont dit, voilà, mais pour le coup c'est elle qui remporte cette immunité, et donc Mathilde officiellement entre dans le F5. Est-ce que vous aurez dit ça au début de la saison? Peut-être, je sais pas.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs. Le duel d'ego, là je me suis dit pourquoi pas F6, c'est le moment de voir qui maîtrise le jeu, qui est le mal alpha de Koh-Lanta, de ce fin de Koh-Lanta là, ce fin d'aventure. Et c'est Philippe est assez respecté depuis son blindside contre Isabelle. Il a montré qu'il n'y avait qu'un seul leader. Et oui, clairement, franchement, Philippe, là, qu'on le veuille ou non, est respecté par, je dirais, sa loi dans le jeu au niveau stratégie, du fait que il a toujours su tenir le jeu jusqu'à éliminer sa concurrente qui voulait l'éliminer, quoi. Donc, logique pour moi. D'ailleurs, il promet à Kevin qu'il a prévenu du revirement, un F2, et cela l'arrange car Kevin serait un GOAT. Donc, une goat lui fait une chèvre pour gagner face à lui. Et on arrive au 13e conseil, l'avant-dernier de ce Koh-Lanta Heroes vs Villains, et qui est éliminé, sûrement l'un des deux traîtres du coup qui sont vraiment au fond du trou, et c'est donc François qui est naturellement et sans grande surprise éliminé et mis à la porte. C'est vrai que là, depuis cette trahison, ils ont décidé d'éliminer François qui a plus un jeu, je dirais, de winner qu'un Martin qui est vraiment gros râleur, gros rageur. Et c'est vrai que c'est plus favorable d'éliminer un François qui a plus, je dirais, de moyens de gagner qu'un Martin. Donc il est mis à la porte, il est éliminé assez logiquement. C'est vrai que François a eu un jeu vraiment de vilain dans ce Koh-Lanta, clairement. Et donc dernière épreuve de confort. Et qui remporte je dirais un petit tour d'hélicoptère pour regarder d'en haut le Pacifique. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'aime bien les conforts où t'allais en hélicoptère, tu survolais l'archipel de ton Koh-Lanta. C'était génial. Donc l'épreuve des stacks, assez tard dans le jeu, un peu comme dans le combat des héros. Et donc c'est l'ami Freddy, avec beaucoup de respect, gagne l'épreuve, même s'il est chargé comme un bœuf. Ah oui, il a marqué beau en fait. J'avais même pas remarqué ce petit détail là. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça arrive de faire des fautes, mais voilà, du coup, je pense qu'il voulait dire chargé comme un bœuf. Donc là, Freddy qui gagne, je crois, 8 ou 7 épreuves, je sais plus. J'ai oublié de compter, mais franchement, Freddy là, top. Et il manque plus que gagner l'ultime épreuve, quoi. Et c'est du coup la dernière épreuve d'immunité, c'est l'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Et qui se qualifie pour la finale, qui sont les deux finalistes de cette mythique épreuve que j'étais obligé de mettre en dernière, clairement. Et du coup, c'est lors d'un choc épique que les deux meilleurs, donc Martin et Freddy, se qualifient. J'ai trouvé ça génial que ça soit les deux là qui soient qualifiés pour cette finale, pour l'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Car on va être honnête, si Martin remporte l'épreuve, c'est Freddy qui sera au conseil. Et si Freddy remporte l'épreuve, c'est Martin qui est éliminé au conseil. Donc remake de la finale équilibre sur l'eau de Rajampat, alias la meilleure épreuve de l'histoire de Koh-Lanta. Pour moi, franchement, parce qu'il y a du dynamisme, il y a l'action, il y a l'enjeu de fou. Et là, c'est la même chose avec deux candidats mythiques de Koh-Lanta. Qui va la remporter? Et c'est donc Martin, avec l'une des meilleures finales de l'équilibre sur l'eau de Koh-Lanta, avec une victoire de Martin face à Freddy. Voilà, clairement, Martin prend sa revanche sur Théoura. Et puis Freddy, malheureusement, ne gagnera finalement jamais cette épreuve de l'équilibre sur l'eau. On se rappelle qu'elle avait perdu face à Grégoire, notamment dans le choc des héros. Donc là, Martin prend sa revanche, contrairement à Freddy qui perd et donc est au fond du trou. Freddy est dégoûté. Il était à quelques secondes de se qualifier pour la finale. Donc, épreuve de fou. Les dernières stratégies, je pense que là il n'y aura pas grand chose qui va changer l'issue du conseil. Mathilde et Freddy veulent éliminer Philippe, alors que Philippe et Kevin veulent éliminer Freddy. Encore un retournement de situation. Du fait que Freddy est perdu, il décide avec Mathilde de se retourner contre Philippe et d'essayer d'amener Martin à éliminer Philippe. Alors que Philippe, pour la première fois, lui qui était le roi de la saison, qui tenait toutes les ficelles, il descend au rang de petit mendiant en mode s'il te plaît Martin, m'élimine pas aux portes de la finale, car là c'est Martin qui aura le privilège d'éliminer les deux chefs des deux équipes initiales, Philippe et Freddy. Ça s'annonce l'ultime conseil comme un conseil de folie. Philippe est plus bas que terre, cette fois son avenir dans le jeu dépendra seulement de Martin.
Et on arrive au dernier conseil éliminatoire de ce Koh-Lanta, Heroes versus Villains, avec un enjeu de folie, car là c'est Martin qui était ultra en danger lors du dernier conseil, qui aura le privilège, grâce à cette victoire à la dernière unité, de départager qui sera éliminé entre soit Freddy, soit Philippe, qui sont les deux gros leaders et les deux gros personnages des deux équipes initiales. Et on va voir qui va sacrifier Martin. Et c'est donc Freddy qui est éliminé. Martin a préféré l'éliminer car il était trop apprécié du jury final. Contrairement à Philippe qui lui, voilà, on sait qu'il est quand même plutôt détesté pour ses nombreuses stratégies. Mais là, c'était vraiment un conseil de fou. Je trouvais ça génial. Et donc Freddy qui est éliminé aux portes de la finale. Truc de fou. Alors qu'il avait vraiment fait un Koh-Lanta de fou furieux avec des épreuves remportées de partout. Vraiment, il a été le héros de ce Koh-Lanta Heroes vs Villains, mais cela n'a pas changé grand chose car il a perdu la dernière unité la plus importante et il échoue aux portes de la finale. Et la finale, notamment, en parlant de ça, hein, voilà, finale à 4, hein, finale qui se respecte, on va dire. Franchement, c'est quoi ces Koh-Lanta où il y a des finales à 5 là? Franchement, je trouve ça vraiment moins bien. Pour le coup, finale d'exception avec Martin, le traître. Mathilde, la pleureuse, malheureusement. Philippe, le stratège dans l'ombre, même pas dans l'ombre, le stratège officiel de la saison. Et Kevin, la chèvre, clairement, hein, celui qui est ici seulement pour le fait qu'il n'est pas aimé du jury. Et donc on arrive à l'orientation, qui devrait être compliquée pour Mathilde, qu'il avait déjà perdu en 2017. Et puis les trois autres l'ont déjà gagné. Donc compliqué. Enfin, gagné, déjà qualifié, quoi. Non, mais je crois que les trois... Ah non. Philippe n'a pas gagné dans sa saison. Et Kevin, je crois que c'est lui qui l'a... Non, je sais plus, en fait. Ouais. J'ai un gros doute là, mais je crois que c'est... Non, je crois que c'est Kevin qui l'a gagné. Bref, on s'en fout. Et donc, qui remporte cette épreuve? C'est Philippe qui arrive en 1h36 à trouver son poignard. C'est très précis. Très précis pour un jeu de simulation. J'ai trouvé ça très drôle. En plus, il y avait quelqu'un qui m'avait commenté en mode... Ah ouais, 36 minutes pile, c'est très précis, c'est vrai. Hein. Là, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi c'est aussi précis, mais... En tout cas, Philippe remporte l'épreuve et il est qualifié pour les poteaux. Franchement, ça m'a pas étonné tellement Philippe, étonnamment, a eu la cote dans ce Koh-Lanta. Il a eu la cote, car c'est vraiment, je dirais, un peu le stratège de la saison. Un peu le winner pick de certains épisodes. Depuis certains épisodes, excusez-moi. Et donc, deuxième à se qualifier, Kevin, qui renoue l'exploit comme lors de Koh-Lanta Palawan. Ah ouais, mais du coup, je crois que ouais. Et du coup, voilà, on a le binôme rouge qui arrive sur les poteaux et donc qui va rejoindre lors de ce duel pour le dernier poignard. Si vous l'avez vu dans le sondage, c'est Martin qui donc arrive sur les poteaux avec Philippe et Kevin. Donc un trio final plutôt sympathique et vraiment trio final de pur vilain. Honnêtement, tous les héros ont été éliminés. Et donc Mathilde est malheureusement éliminée. C'est donc la dernière survivante des vrais héros. Car franchement, Martin, on peut pas trop le considérer comme un héros après cette saison-là. Mais donc quatrième pour Mathilde. Voilà, bon, une destinée dont je m'y attendais quand je l'ai vu arriver en finale. Je me suis dit, un profil comme ça, c'est obligé que ça saute à l'orientation. Parce que honnêtement, elle a vraiment pas fait grand-chose dans la saison. Et notamment, c'est elle qui a un peu provoqué, je dirais, l'élimination du binôme Moundir Raphaël, alors que c'était potentiellement le seul moyen. Après, il y avait aussi le coup d'Isabelle, mais de renverser Philippe, quoi, et de couper le règne de Philippe, voilà, qui honnêtement, qui quand même honnêtement depuis pas mal d'épisodes était en train de faire sa loi dans la saison, sur le camp, on va dire. Donc ouais, logique qu'elle ait été éliminée comme ça. Et on arrive donc au mythique poteau de Koh-Lanta. Et oui, qui va remporter les poteaux? Ce qui est drôle, c'est que là, si Martin remporte les poteaux, il va les remporter 2 fois dans l'histoire de Koh-Lanta. Enfin, dans la simulation, bien sûr. Hein, c'est pas vraiment un vrai Koh-Lanta, vous m'avez compris. Mais et si c'est Philippe, il va les remporter 2 fois. Donc là, sauf Kevin, qui les remporterait pour la première fois, les deux autres, ça sera la deuxième fois. Donc plutôt sympathique comme symbole. Et donc qui va remporter cette mythique épreuve du coup des poteaux? Et c'est donc Philippe lors d'une finale épique face à Martin. C'est Philippe qui remporte cette épreuve qu'il connaît si bien. C'est vrai que Philippe c'était vraiment un très bon concurrent et un très bon gagnant des poteaux lors de Koh-Lanta Vietnam. Il remporte
l'épreuve face à Martin. Et donc Philippe, après avoir parlé de son futur restaurant, fait tomber les deux autres. Ah là, franchement, quand j'ai vu ce commentaire-là, j'étais obligé de le mettre. Mais c'est ultra drôle, franchement. Du coup, voilà. Philippe qui gagne orientation plus poteau, la classe. Et voilà. Qui Philippe choisit pour la finale de koh. Alors là, notamment, je devais faire un sondage. Parce que dans les autres KLV que j'avais fait à l'époque, pour celui qui est choisi par le gagnant, je devais faire un sondage en mode c'est soit Kevin, soit Martin, et vous appuyez pour le sondage. Là, j'ai décidé de mettre une question, car pour moi, j'ai vraiment envie que ça soit logique, et j'étais sûr personnellement que si les gens votaient, ils allaient voter pour Martin, alors que logiquement, c'est Philippe choisi logiquement Kevin, qu'il juge comme un GOAT, pour la finale, laissant Martin sans réponse, et donc Martin est éliminé. Pour moi, c'est logique. Voilà, ça aurait été Martin qui aurait été choisi, ça aurait été illogique au possible, même si en soi, Martin était vraiment détesté. Mais dans l'idée, Philippe, je pense que ça aurait rien changé s'il choisit Martin ou Kevin. Ça aurait juste changé le fait que Kevin aurait potentiellement du coup voté contre Philippe et pour Martin en finale, car il aurait trahi. Donc c'est logique qu'il choisit Kevin, et donc Martin qui fait un koh de pur vilain. Martin qui est éliminé sur les poteaux. Franchement, quand même belle aventure pour Martin, hein, même s'il a été vraiment méchant dans ce koh là. Et ça aurait été vraiment génial d'avoir un Martin comme ça dans la nouvelle édition. Mais bon, c'était un Martin plutôt gentillet. Mais là, Martin, on a bien vu que les fans, ils aiment bien lui créer un peu un lore de gros vilain. Alors que franchement, c'est un super type, hein, on sait. Mais dans koh c'est comme ça, hein, c'est pas grave. On peut être un super gars et être un connard dans le jeu, hein, clairement. Et donc on arrive à la grande finale de ce koh Heroes versus Villain. La vidéo, mais franchement, je sais même pas combien de temps elle dure. Elle doit être ultra longue. Franchement, peut-être 2 heures. Hein. Je sais pas. Hein. Là, au montage, je vais faire en sorte, car là, enfin, un tournage, là, on a 2 heures. Hein, clairement, franchement, c'est très long. Et grande finale. Alors là, je me suis planté, mais j'ai la mort de me planter comme ça. Truc de fou. J'ai mis homme versus homme, c'est vrai. Vilain versus vilain, c'est vrai. Et j'ai mis finaliste face à un gagnant. Mais n'importe quoi, il fallait que je mette gagnant face à un gagnant. En plus, ça aurait fait les 3 pareils. Je suis con, alors ça m'a énervé de voir ça. Putain, après réflexion, quelqu'un m'a mis un commentaire, il m'a dit oh putain, tu t'es planté et tout. Je me dis ah ouais, mais. Enfin, j'étais tellement persuadé que Philippe allait gagner face à Kevin, que Kevin allait être le finaliste, que j'ai écrit finaliste, quoi. Et donc logiquement, c'est Philippe qui remporte la saison vraiment à 75% face à 25%. C'est vraiment une branlée. Philippe qui remporte ce koh Heroes versus Villain avec 24 votes face à 7 pour Kevin. Là, je parle des abonnés qui ont voté, hein, pas du score final, hein, franchement. Et du coup, voilà, Philippe remporte cette magnifique édition en étant l'un des plus détestés du jury final. Néanmoins, il a joué un beau jeu en gardant une GOAT avec lui en finale, un leader dans l'ombre qui a su utiliser des opportunités à son avantage. Même pas dans l'ombre, hein, franchement, un leader stratégique affiché, hein, franchement. Et du coup, c'est le grand gagnant de ce koh Heroes vs Villain. On a un double gagnant, voilà, dans koh masculin cette fois-ci. Et franchement, Philippe là, quoi qu'on dise, moi je le voyais gagner depuis longtemps, hein, on va dire depuis quelques épisodes, sauf l'épisode où l'avant-dernier, avant la finale, hein, où on avait Martin qui devait départager entre Philippe et Freddy, excusez-moi. Je me suis dit, peut-être que Philippe va se faire avoir aux portes de la finale et que les gens vont décider de le faire éliminer aux portes. Mais ça m'avait semblé assez gros, car Freddy, s'il passait ce conseil-là en finale, il aurait gagné l'orientation, peut-être les poteaux, il aurait sûrement gagné la saison. Donc, en soi, Philippe, je le voyais vraiment gagner, car il a vraiment bien joué du début à la fin. Et donc voilà, c'est la conclusion de ce koh Heroes vs Villain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce koh là? Honnêtement, je suis obligé d'en faire une vidéo. Tellement c'était ouf. Voilà, vous êtes d'accord ou pas, là, les gars? Franchement, regardez l'histoire qu'il y a eu. C'est un truc de fou. J'étais ultra content de le faire. Pour moi, c'est un KLV. Moi, à partir de maintenant, je vais faire que des KLV comme ça, car les autres que j'ai fait précédemment, ils étaient pas terribles. Et là, on a eu un KLV de folie, avec des abonnés qui se sont vraiment transcendés. Comme quoi, si on laisse vraiment roue libre aux abonnés et aux fans de koh, on peut avoir un koh mais de fou furieux, quoi, avec vraiment des super stratégies, avec des super bonnes choses.
notamment aussi le casting qui pour moi est vraiment super de base, un peu avec des têtes qu'on voit souvent et qu'on a vu et revu, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça sympathique que des gros candidats soient éliminés assez rapidement. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, voilà, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!